Alors, je vous ai envoyé des questions. D'accord. D'accord, monsieur. Très bien. Alors, j'aimerais qu'on commence par la question. Bon, je cherche les. Voilà la question numéro. Pardon. Alors, la question numéro 5. Quel est le vers qui répond à la question rhétorique de la première strophe? Quel est le vers qui répond à la question? Oui, c'est le vers. Attendez un petit peu. Alors, Monsieur, attendez, nous avons cette question rhétorique. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour? Alors, il y a un vers dans le poème qui répond en quelque sorte à cette question rhétorique dont la réponse est évidente et déjà connue. Alors, monsieur, c'est le dernier vers, le au dernier moins vers, au moins le souvenir. non, non, Monsieur? attendez. D'abord, il faut comprendre la question. La question rhétorique. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans Ainsi, portée sans retour, ne pourrons-nous les jamais encres. jeter l'encre Se- un seul jour? Monsieur, Donc, est-ce qu'on peut jeter? Est-ce qu'on peut jeter? Oui, pour la réponse de cette question rhétorique, je crois que le vers que nous avons fait la versification, nous, que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir. oui, C'est ici la question. Ne pourrons-nous sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour? Ça veut dire on peut arrêter le temps de s'écouler, on peut arrêter. Est-ce qu'on peut? Mais le vers ici, c'est oui, que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir. oui. Il peut. Là, elle s'adresse aux éléments de la nature qui entourent le lac, les rochers, le lac, ces éléments naturels que le temps peut épargner ou qu'il peut rajeunir. Mais ça, ce n'est pas une réponse à la question. La question, c'est quoi? Est-ce qu'il peut jeter l'encre un seul jour? D'accord. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'il veut dire? Je pense qu'on doit comprendre la première strophe avant de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il veut dire par ainsi tout? Regarde, elle commence par ainsi. Commence par ainsi. Ainsi, ça suppose quoi? Quand vous parlez, d'accord, vous êtes en train de parler, à un Une moment conséquence. une conséquence. Une conséquence, par exemple, Très bien, une conséquence de quoi? d'une cause qui a déjà été, parce que dans une phrase, on a la cause et la conséquence. Très bien, Donc, il Hussein. doit y avoir sûrement une cause. Très Une bien. cause. Normalement, il doit y avoir quelque chose qui a été déjà dit, une chose qui a été déjà dite, et par la suite, le poète, l'énonciateur, dit ainsi. Ainsi, pour déduire, pour tirer une conclusion. Ça, c'est Ouais. l'hypothèse la plus plausible, la plus acceptable. Il y a ceux qui croient que ainsi c'est juste la manière, d'accord? Ainsi on est toujours poussé. Mais normalement, c'est la conséquence, c'est bien. Sauf que ici, ça commence comme ça, immédiat stress, de manière abrupte, sans ne dire la cause qui est en rapport à la conséquence. Elle commence, elle entame, elle amorce le point par ainsi toujours poussé. C'est très bien. Alors ça, c'est un bon début. Ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages. Alors d'abord, pousser. Qui pousser? Regardez, c'est le pluriel. On a fait pousser. Qui pousser? Allez-y, Iman. Les personnes, les gens, non? Oui, c'est
celui qui parle, C'est un navigateur, je crois. oui, c'est loin. Je crois que c'est un navigateur. Parce qu'on parle de rivage, on parle d'encre, on parle. Oui. Dans le sens propre, oui. Oui, Mais dans le sens qu'on va voir après, c'est à la fois celui qui, l'énonciateur, celui qui émet cette phrase, ce vers, et celui qui le lit. Le destinataire également, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, tous les lecteurs. Pousser vers de nouveaux rivages dans la nuit éternelle. Alors, nouveaux rivages dans la nuit éternelle emporter son retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour. Je reviens à ce que tu viens de dire, Selwa. Ce champ lexical maritime, ce champ lexical de la navigation, est-ce que tu peux le développer un petit peu ici? on dirait que c'est une métaphore. Parce que, ouais, parce que l'équipage, il passe des mois et des mois. Mais quand ils voient, et bon, ils espèrent voir le rivage un jour. Alors, Oui. si on commence par le premier vers, je crois que la réponse est dans le troisième vers. Oui. Alors là, on a comme un navigateur qui est en train d'espérer de trouver un rivage. Très bien. Sauf que ce navigateur, en l'occurrence le poète et les lecteurs et tout le monde, ils sont poussés dans cet océan immense par une force invisible, mais qu'on peut la sentir, il y a ces manifestations, et qui se trouve dans la première strophe. C'est le temps. C'est le temps. Oui. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps qui nous pousse vers de nouveaux rivages, vers de nouvelles étapes de notre vie. Dans la nuit éternelle. C'est quoi la nuit éternelle par rapport à emporter son retour? Qu'est-ce qu'il veut dire par la nuit éternelle? Alors, le temps, tout simplement. C'est le temps qui passe. Non, il nous emporte vers où? Pas le futur. Sans retour. C'est où? Vers l'éternité. Vers L'éternité. Très bien. Vers l'éternité. Sans retour. Ici dans l'ici-bas, est-ce qu'on a l'éternité? Non. Non. Très bien. Sans retour. Sans retour. Regardez, il va vous amener vers un point de non-retour. Quel est ce lieu, cet espace? C'est les souvenirs, non? Non, pas encore. Non, c'est la mort qui est son retour. C'est la mort, tout simplement. La nuit éternelle, c'est une métaphore pour désigner tout simplement la mort. Dans la nuit éternelle, on est emporté sans retour. Il y a le billet d'aller, mais il n'y a pas le billet du retour. Et là, il pose cette question. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges, regardez cette métaphore, l'océan immense aquatique, qui, par rapport aux âges, c'est le temps, deux points communs, à la fois c'est immense, mais en même temps c'est cet écoulement et de l'eau et la fuite du temps. Qu'est-ce qu'il veut sur cet océan des âges? Arrêter le temps. Arrêter le temps. Ne serait-ce qu'un seul jour, ne serait-ce qu'un seul jour. Jeter l'ancre un seul jour. Je pense qu'on a compris un petit peu la première strophe. Oui. Alors, elle est basée sur une question rhétorique, une fausse question, une question oratoire, dont la réponse est déjà connue. La réponse est non, tout simplement. Et ça rappelle, d'accord, ça rappelle le point qu'on a déjà étudié, surtout au niveau de la structure. Voilà. Alors, remarquez ici,
le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui va-t-il nous déchirer? Avec un coup d'aile ivre, ce lac dur oublié qu'on se le givre, le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui? Bien sûr que non. Le vierge, en l'occurrence le signe ici, elle est désarmée, elle est faible face au lac qui est dur et qui est oublié. Et déjà, on voit par métonymie la mort des signes qui n'ont pas pu prendre la fuite. Remarquez ici, ainsi toujours poussés vers de nouveaux rivages, dont la nuit éternelle emportait son retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'encre un seul jour? Ça commence la même question rhétorique, la même réponse, non. La même réponse ici également, non. Maintenant, on revient à la question numéro 5. C'est quoi? C'est que quel est le vers qui répond à la question rhétorique? Cette question, il y a un vers clair ici qui répond à cette question. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive. Il coule. Très bien, voilà, c'est ça. Qui a répondu, c'est Moussaïd? Asma. Asma, c'est très bien. Asma, le nom? Zrouqi. Zrouqi, très bien, Zrouqi, c'est ça. Je cherche le vers. L'homme, voilà. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive. Alors, Sylvain, puisque tu parles de cette métaphore de la navigation, voilà, normalement, on jette l'ancre dans pour accoster des navires. On a besoin d'un port. L'homme n'a point de port. Le temps n'a point de rive, c'est-à-dire il n'a pas de port tout simplement, il n'a pas de station, il n'a pas de gare. D'accord. Il nous emporte vers la mort tout simplement. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive. Alors c'est très. Est-ce que vous commencez à voir un petit peu? Oui, monsieur, oui. Très bien. Si vous n'avez pas compris quelque chose, dites-le. Maintenant, passez à la première question. La première question, c'est qui parle dans le poème et à qui s'adresse-t-il? C'est le poète qui s'adresse au temps. Très bien. Le poète qui s'adresse au temps. Qui d'autre également? Lac. Le lac. Oui. Le lac. Très bien. Il s'adresse au lac. Rocher nu et grotte, forêt obscure. Oui, il s'adresse au lac. Mais il y a quelqu'un d'autre qui s'exprime dans le texte. Je ne sais pas si... Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît. Tout à coup, des accents inconnus à la terre, du rivage charmé frappèrent les échos. Le flot fut attentif et la voix qui m'est chère laissa tomber ses mots. Vous avez 2 points. Vous avez des guillemets. Autant suspend ton vol. Alors ce vers, c'est un vers célébrissime. Il est connu par tous les presque tous les francophones. Autant suspend ton vol et vous, heures propices, suspendez votre cours, laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Alors là, qui parle ici? C'est comme un récit enchâssé. Le poète, il parle à un moment donné, il cède la narration, la parole à une voix. Quelle est cette voix? Les êtres humains qui sont morts. Non, non, c'est juste une voix. Alors, voilà, regardez ici, c'est une voix. Elle a une relation avec le poète, c'est qu'il lui est cher. C'est sa fille. C'est pas sa fille. C'est sa bien-aimée. Ah. Oui, sa bien-aimée, son amante. Sachant qu'il y a une relation adultère parce que elle, Julie Charles, était mariée à un physicien célèbre et les deux se sont rencontrés parce que les deux souffraient de troubles mentaux. Ils se sont rencontrés chez un psychologue, je ne sais pas est-ce qu'on va dire psychologue, mais quelqu'un, c'est un médecin,
Et là, il y a eu ce coup de foudre, cette rencontre, des regards croisés, cette relation entre les deux qui a vu le jour. Alors, et la voix, c'est quelle figure de style? Au lieu de dire Charles, Julie, qui m'est cher, laisse tomber, il a dit la voix. Il a désigné la personne par la voix. La métonymie. C'est une métonymie, d'accord? C'est une métonymie. Maintenant, quel est le feu de sens recherché par la métonymie? Pourquoi? Parce qu'il est mort, je crois. Très bien, parce qu'il est mort et elle est mourante, c'est-à-dire à ce moment-là, peut-être qu'elle était mourante, soit elle est morte, soit elle est mourante, soit elle agonisait, on ne sait pas vraiment, mais quelques jours après, elle va apprendre sa mort et elle la désigne par la voix. Elle est en train de donner la parole. Le contenu Oui. dans le contenant. Oui, La désigné par la voix. La désigner par la voix, mais le sens c'est quoi? C'est ici, c'est donner la parole à une personne morte, à une personne absente. Parce que ce qui est très important pour lui, à ce moment-là, c'est les mots, les phrases qui permettent de ressusciter les souvenirs. Les souvenirs, les beaux souvenirs qu'il a eus avec Charles, Julie, avec sa bien-aimée. Et ça ne peut être à ses yeux, aux yeux des poètes, que par le fait de lui céder la parole. Et regardez ce qu'elle va dire. Alors, Selwa, tu peux lire, s'il te plaît, avec une lecture un peu expressive. Autant. Autant, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Pardonnez-moi, monsieur, mais c'est assez triste. Oui, c'est bien, continue. Assez de malheureux ici-bas vous implorent. Coulez, coulez pour eux. Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent. Oubliez les heureux. Mais je me demande en vain quelques moments encore. Le temps m'échappe et fuit. J'ai dit à cette nuit, sois plus lente, et l'aurore va dissiper la nuit. Très bien. Alors, on va essayer d'expliquer un peu ces trois strophes. Vous remarquez, pour marquer la différence entre le discours du poète et le discours de sa bien-aimée, il y a une différence au niveau du maître. Quand je dis le maître, il y a l'alexandrin, l'hexasyllabe, alexandrin, hexasyllabe, alexandrin, hexasyllabe, etc. Or, pour le poète, il s'agit de trois alexandrins, remarquez, trois alexandrins suivis d'un seul hexasyllabe. Pour montrer, voilà, pour faire la part des choses. Et alors la première strophe, je pense que c'est clair. Autant, arrête ton vol, elle personnifie le temps. Et vous, heure propice, suspendez votre cours. Pourquoi? Laissez-nous savourer, apprécier, vivre vraiment, d'accord, ces moments agréables de bonheur, des plus beaux de nos jours. Maintenant, là où je fais appel à vos lumières, prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent, oubliez les heureux. Qui peut expliquer un peu cette strophe? Alors, je vous donne un peu de temps. Oui? Monsieur, ici, le poète veut couler parce qu'il est malheureux. Alors, Oui. il veut passer. Asma, c'est Charles Julie qui parle ici. C'est sa bien-aimée, c'est pas le poète. Ah bon? Oui. Alors, Je le poète qui parle. J'ai cru. Le poète. Oui, mais le poète, qu'est-ce qu'il a regardé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé la parole à sa bien-aimée. Regardez, il était en train de raconter, de décrire, au lac, l'année à peine, un soir, quand on vient dessus, il se rappelle les beaux souvenirs. Soudain, il a attiré notre attention, comme quoi une voix va s'exprimer
Et il Alors, nous a demandé, elle qui est malheureuse. oui, C'est elle qui est malheureuse, qui était malheureuse. Alors, c'est il quoi? peut, non? Non, si vous dites qu'elle est malheureuse, qu'est-ce qu'il le montre dans le texte? Elle est Parce qu'il triste. On va dire il- elle est triste. Parce que si on avance une interprétation, ça doit être justifié. N'oubliez pas ça, c'est très important. ainsi de malheureux ici-bas. Oui, je vous Je- implore. des malheureux dans la vie, non? Très bien. On s'arrête là, ça c'est très important. Les malheureux dans l'ici-bas, qu'est-ce qu'ils vont demander au temps, tout simplement? Alors, C'est-à-dire couler, ça veut dire quoi? vieillir, mourir. Ça veut dire arrêtez, monsieur. Arrêtez le temps. Arrêtez, non, vous laissez Arrêtez le comprendre. temps. Non, Arrêtez le temps. les malheureux, ils ne demandent pas à ce que le temps soit arrêté. Et il demande le temps Ralentir un peu. Très bien, alors, s'il vous plaît, si on est tout simplement, rappelez-vous, la littérature, c'est la vie. D'accord? Si une personne passe par des épreuves, par des difficultés, par des souffrances, par des malheurs, on revient au texte malheur. Est-ce qu'il veut que le temps passe vite ou que le temps s'arrête, se dilate, Le temps passe perdure, passe vite? C'est ce qu'il demande. Regardez ce qu'il demande. Il y a l'injonction, tout simplement. L'injonction. L'injonction, c'est-à-dire c'est un peu l'impératif. C'est beaucoup de malheureux dans cette vie ici-bas vous implorent, vous supplient. Qu'est-ce que tu dois faire, toi, le temps? Couler pour eux, d'accord, rapidement, prenez avec leur jour, prenez avec leur jour quoi? Les soins qui les dévorent, les soucis qui les dévorent. Et qu'est-ce que tu dois faire pour les heureux? En l'occurrence, qui sont les heureux? Allez-y, c'est les heureux, c'est qui? Ce sont les morts. Non? Allez-y, c'est Peut-être qu'elle parle des amoureux, je crois. Des Ceux qui sont heureux. des amoureux, qui tout simplement. C'est Charles, c'est Julie et le poète Lamartine. C'est pathétique, non? C'est peut-être. Parce qu'elle est en train d'implorer. C'est un Oui. petit peu. Oui. Oui, il y a cette note pathétique un peu si on compatit à sa situation, à sa requête, à sa demande. Prenez avec leur jour les soins mais oubliez, d'accord, mais oubliez-nous, en quelque sorte, d'accord. Oubliez-nous, laissez-nous savourer. Si on revient à oubliez-nous, pourquoi oubliez-nous? Laissez-nous savourer les rapides délices. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire, toi, le temps, d'accord? Tu vas emporter avec toi tout, et les heureux et les malheureux, personne n'est épargné. Est-ce que c'est clair un petit peu? Oui. Oui. Alors, on continue, mais je demande en vain. Voilà la réponse. Je demande en vain. Ma demande est inutile, vouée à l'échec. Quelques moments encore. Qu'est-ce qui se passe? Le temps, qu'est-ce qu'il fait? M'échappe et fuit. C'est clair là, d'accord? Je dis à cette nuit. À cette nuit. C'est quelle nuit? Cette nuit. De quelle nuit il parle ici? Dont il était heureux? La nuit où Charles, Julie était avec Lamartine sur le lac de Bourget. Après, je dis à cette nuit, sois plaisante, et vous avez et l'aurore va dissiper la nuit. Quelle est la valeur de et ici? Soudainement. Soudainement. Essayez de la remplacer par une conjonction. Le contraire. Donc, l'aurore. Alors, il
il supplie la nuit d'être plus lente, mais et l'aurore, alors c'est le contraire, non? C'est le contraire. Alors, si on cherche une conjonction qui peut remplacer et. Par contre, l'aurore va Voilà, tout simplement. Mais, mais regardez, je dis à cette nuit, c'est la nuit de la rencontre, c'est la nuit où Charles était avec, où Julie Charles était avec Lamartine. C'est une nuit inoubliable pour le couple. Et qu'est-ce qu'il demande, d'accord? Il demande à ce que la nuit perdure, soit plus longue, d'accord? Le temps ne passe pas vite. Ça, c'est une question qu'on va traiter par la suite. Question du temps. Mais l'aurore, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Il y a une demande, il formule une demande. Je demande à ce que la nuit soit plus lente, mais l'aurore va dissiper la nuit, va effacer la nuit. D'accord? Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Très bien. Après, puisque sa demande est vouée à l'échec, qu'est-ce qu'il va faire? C'est toujours selon une modalité injonctive. Aimons donc. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est saisir et profiter de l'instant présent. Aimons donc de l'heure fugitive. Attends, voilà, essayons de faire vite. Attends-nous, jouissons, d'accord? Jouissons. Pourquoi? Parce que l'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive, il coule et nous passons. Le temps coule et nous passons. Que veut dire nous passons ici? Nous mourrons. Nous mourrons tout simplement. Voilà. Nous mourrons. Nous trépassons, nous mourrons. Il reste une histoire à expliquer. Tant jaloux se peut-il que ces moments d'ivresse où l'amour à l'enflot nous verse le bonheur s'envolent loin de nous de la même vitesse que les jours de malheur. Là, il arrête son discours. Là, c'est très bien. Là, il arrête le discours de Julie, de sa bien-aimée, et il reprend la parole. Le poète reprend la parole. Tant jaloux se peut-il que ces moments d'ivresse où l'amour à l'enflot nous verse le bonheur s'envolent loin de nous de la même vitesse que les jours de malheur. Vous avez vers la fin, il y a une comparaison. Alors, si on veut regarder, se peut-il que ces moments d'ivresse s'envolent loin de nous de la même vitesse que les jours de malheur? Qui peut expliquer cette comparaison un peu? Oui. Alors, je reprends. Alors, désolé, je vais essayer de quitter WhatsApp, comme ça on ne sera pas dérangé par ces notifications. Je reprends, s'il vous plaît. Je reprends. Je disais que le poète reprend la parole. Il reprend la parole. Ça y est, il y a les guillemets. Julie ne parle plus. Et qu'est-ce qu'il dit? Regardez, c'est une question rhétorique également. Tant jaloux se peut-il que ces moments d'ivresse où l'amour à l'enflot nous verse le bonheur s'envolent loin de nous de la même vitesse que les jours de malheur? Alors, tout, je pense, est clair, sauf la comparaison. S'envolent loin de nous de la même vitesse que les jours de malheur. Oui, qui peut expliquer un peu cela? Oui, Stelwa, tu veux parler? Moi, je crois que il veut dire que ça soit des moments de bonheur ou des moments de tristesse ou de malheur, c'est la même chose. Alors le temps, on épargne, comme vous l'avez dit, n'épargne rien. Ça s'envole très vite. Oui.
C'est ce que je ne sais pas, c'est ce que Oui, j'ai oui, ici c'est là-dedans. 80% de la réponse, c'est vrai. Est-ce qu'il y a autre chose? Monsieur, il Oui, est jaloux pour les malheureux. Il est jaloux pour les malheureux parce qu'il ne coule pas pour eux. Et il est jaloux pour les moments de bonheur, pour les amoureux, parce qu'ils coulent trop vite. Alors, c'est pareil pour les deux. C'est euh, le mot de continue. Après, on va parler de la personnification. D'accord? Lui, il est jaloux selon le poète, il est jaloux des amoureux, oui. Mais le temps, dans tous les cas, il coule de la même façon. Sauf que pour aller plus vite, là, il y a une question. D'accord? Il y a une question. Se peut-il que, n'oubliez pas toujours dans l'analyse, la, la- la phrase, la modalité de la phrase est très importante. Là, le poète formule une question rhétorique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se pose une question. Si, euh, pendant les moments de bonheur, de joie, d'ivresse, d'extase, le temps passe vite. D'accord? Le temps passe vite, n'oubliez pas. Est-ce qu'il passe vite pour autant pendant les moments de malheur? Vous avez compris, je reprends. Moi, pas aussi vite. Oui, c'est vrai. Vous avez compris, lui, qu'est-ce qu'il dit? Ton jaloux, c'est-à-dire, est-ce que, parce que, n'oubliez pas, on va revenir à cette question tout à l'heure du temps. Il pose une question. Quelle est cette question? C'est tout simplement, pendant les moments de joie, de bonheur, d'enchantement, de jubilation, de gaieté, le temps passe vite, s'envole. Mais est-ce qu'il s'envole de la même vitesse que les jours de malheur? Il ne fait que poser des questions. Parce que maintenant, j'avance dans la réflexion, parce que dans les moments de malheur, on a l'impression que le temps s'arrête. On a l'impression que le temps se ralentit. On a l'impression que ça y est, il s'arrête, que c'est long. Alors que pendant les fêtes, pendant les anniversaires, les fêtes de mariage, etc., on ne sent pas le temps passer. Le temps passe vite. Vous avez compris maintenant la question qu'il pose. Et oui. ça, c'est relatif. Ça, c'est relatif, malheureusement. C'est relatif, mais on a l'impression, d'accord? Quand, je ne sais pas, vous passez de bons moments, le temps passe vite. Quand vous vous ennuyez, on a l'impression que le temps passe lentement. Et là, Alors, on revient. Oui, Dieu, si j'ai compris, alors c'est toujours la réponse est non. bien sûr. La sûr. question rhétorique Oui, la réponse est non. est non. Les moments de bonheur se passent très, très vite. Alors Oui. que les moments de malheur, Non. comme vous avez dit, le temps s'arrête. C'est pas comme j'ai dit, comme on a essayé d'expliquer à la lumière de cette comparaison que renferme la question rhétorique, que contient la question rhétorique. C'est-à-dire, oui, n'oubliez pas, quand on se pose une question, on attend une réponse. D'accord? Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais garder juste les éléments principaux de la phrase. Alors, je fais comme ça. S'envole. Voilà. Alors, regardez. Pardonnez-moi. Se peut-il que ces moments d'ivresse s'envolent loin de nous de la même vitesse que les jours de malheur? Je pose une question. C'est comme, et bien sûr, il s'adresse au ton jaloux. C'est-à-dire, est-ce que tu réserves le même traitement au même traitement aux malheureux qu'aux personnes heureuses? Bien sûr, selon la réponse, selon la question rhétorique, non. Les jours de malheur coulent lentement. Le temps s'arrête. Alors que pendant les moments d'ivresse, de joie, d'extase, de bonheur, c'est tout à fait le contraire. Et s'envole. Vous avez le verbe s'envoler, c'est-à-dire ça part à toute allure, à une vitesse vertigineuse.
C'est bon un petit peu? Oui, oui. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant, que représente cette question, d'accord? Quel rapport s'établit entre le poète et le temps? Le temps, que représente le temps pour le poète, aux yeux du poète? C'est un voleur. Un voleur, quoi d'autre? Jaloux. Jaloux. Derrière le poème, en arrière-plan, le poème suscite et soulève des questions philosophiques. C'est la question du temps, c'est la question de la mort. C'est notre rapport en tant qu'individu marqué, déterminé par la finitude, par la mort, d'accord? On se pose cette question. Ce sont des questions existentielles, ce sont des questions philosophiques. Le temps, d'accord? Là, le temps, c'est un ennemi. Ce n'est pas un allié, c'est un ennemi. Et sa particularité, eu égard, vu les métaphores, l'océan des âges, d'accord, l'encre, on veut l'arrêter, mais en vain, c'est qu'il passe vite, qu'il coule rapidement, qu'on ne peut pas le saisir. Et pour certains philosophes, le présent n'existe pas. Ça veut dire que si je vous pose la question, d'accord, qu'est-ce qu'on a étudié maintenant? Vous allez me dire, monsieur, on a étudié, n'est-ce pas? On a étudié le lac, le poème Le lac. On a étudié le. Alors, on a étudié, c'est quel temps? Passé composé. Passé composé. Ça veut dire que pour eux, le présent n'existe pas. Pourquoi le présent n'existe pas? Parce que à peine vous prononcez une phrase qui fait partie d'ores et déjà du passé. Je pense, monsieur, que c'est la doctrine de Saint Augustin. Je ne sais pas vraiment. Il faut demander à M. Dahar. On ne va pas dire des bêtises. Alors, d'accord. Parce que j'ai Tu peux développer un petit peu. parce que j'ai lu, entre parenthèses, ce concept du temps Oui. chez Saint Augustin qui parle de il n'y a pas de futur, il n'y a pas de temps passé. Oui. Les concepts propres. Oui, si vous remarquez, oui, si vous remarquez dans notre discussion, souvent le temps qui domine, c'est le passé. On ne fait que faire des constats, de raconter ce qui a été déjà fait souvent, d'accord, souvent. C'est rare. Même pendant la discussion, les énoncés qui sont au présent, rapidement, ils passent au passé. Tu vas dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu as dit? Hein? Tu viens de dire, tu m'as dit ceci, tu m'as dit cela. Souvent, c'est comme si le présent n'existait pas. Très bien, je pense que le temps passe vite et c'est le temps pour vous et pour moi de préparer un petit peu la rupture du jeûne. Il y a beaucoup de choses. Si vous voulez qu'on revienne sur quelques aspects, ça serait avec plaisir. En attendant, je fais rapidement un récapitulatif. Regardez, même le texte, il est bâti sur un chiasme. Au lac, d'accord, elle commence par le lac. Après, le temps. Après, le lac. Après, j'ai raté quelque chose. Avant le temps, voilà, pardon. Voilà, ça c'est je l'ai raté, le temps. Alors, face à la force destructrice du temps, c'est-à-dire le temps il passe vite, il ne peut rien faire contre lui. Le poète, qu'est-ce qu'il va faire? D'accord, il trouve refuge
dans les éléments de la nature, en l'occurrence le lac. Le lac, c'est le lac qui va garder, regardez, garder de cette nuit, qu'est-ce qu'il va garder? Au moins le souvenir. Et il va énumérer, regardez, vers la fin, c'est un moment de repos, un moment d'apaisement pour lui. Il va accepter qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages, beau lac, et dans l'aspect de tes rayons coteaux, et dans ces noirs sapins et dans ces rocs sauvages qui pondent sur tes eaux, qu'il soit, regardez l'anaphore, qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe, dans les bruits de tes bords, par tes bords répétés. Regardez, cette répétition, c'est magnifique. On n'a pas le temps. À la fois, il y a des répétitions ici, dans le poème, d'accord, ça regorge, ça foisonne de répétitions. Et c'est comme s'il mimait, il reproduisait, il est en train de dessiner le lac. Si le lac, l'eau qui coule et la végétation se répète, d'accord, en se reproduisant, lui aussi il essaie de reproduire ça dans le poème. Dans l'astre, regarde cette périphrase, la lune, d'accord, dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface de ses mots de clarté, que le vent qui gémit, le roseau qui se pire. On n'a pas parlé du lyrisme, mais c'est pas le vent qui gémit, c'est lui, c'est le poète qui gémit. C'est le poète qui soupire. Que les parfums légers de ton air embaumé, alors là, il part toujours du lac, que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, tout disent, ils ont aimé. Alors sur ce, je vous dis au revoir à la séance prochaine. Inch'Allah. Merci, monsieur. Beaucoup. Bon réveil plus jeune. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur... Merci, monsieur. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. Merci.